Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur la télévision nationale. En voici les titres. Un collectif d'anciens députés pro-présidentiels réagit à l'affaire de tentative de coup d'État. On entendra leurs déclarations qui condamnent toute velléité putschiste et qui clament l'attachement à l'ordre constitutionnel. L'intelligence artificielle fascine et déroute tout à la fois, qu'importe. Les informaticiens du ministère de l'économie veulent en tirer le meilleur. C'est le pari de leur récente rencontre Team Building et Performance. On verra comment. Au Sénégal, Ousmane Sonko promet des enquêtes sur la corruption lancinante. En France, on décroche les anneaux olympiques. Nuage diplomatique entre les Anglais et les Afghans. Aux États-Unis, un ouragan cause désastre et obscurité. Ravi de vous retrouver pour cette livraison de l'actualité. Actualité qui au Bénin, actualité politique qui fait plutôt grise mine, mais volontiers on démarre par cette bonne nouvelle. L'athlète béninoise Odile Arwanwanou est enfin retrouvée. Elle est rentrée chez elle, disparue depuis le 10 septembre, après avoir déposé son enfant à la crèche. Mais à la question que vous vous posez, pourquoi et comment a-t-elle disparu? Mystère pour le moment. En attendant, on est soulagé qu'Odile Arwanwanou soit saine et sauve. Voilà, on renoue avec l'affaire politique du moment au Bénin, celle de la tentative de coup d'État présumée où est mis en cause le proche ami du chef de l'État et un ancien ministre démissionnaire. Après la stupeur, les réactions fusent dans les rangs du camp présidentiel. L'amicale des anciens députés de la 8e législature condamne la velléité putschiste et revendique sa fidélité à l'ordre constitutionnel. Écoutons le porte-parole de cette amicale, l'ancienne députée Sedami Fagla. C'est au micro de Saint-Tige Quimpo et Igor Ayosso. Dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024, l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la bienveillance de Dieu et des mânes de nos ancêtres, ont permis à notre pays d'éviter ce qui aurait pu être la première atteinte à sa sûreté sous l'ère de la démocratie. En effet, selon la déclaration du procureur spécial Près-la-Criette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Ce d'autant que l'opinion nationale et internationale a cru que la période d'accession au pouvoir par la force était révolue chez nous au Bénin depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Depuis lors, notre pays a fait des pas dans le renforcement de ses institutions et l'instauration de l'état de droit sans cesse conforté par diverses élections et une alternance démocratique avérée au sommet de l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, cet engagement irréversible et déterminé a continué son chemin, porté par le patriotisme de notre peuple, le dialogue étant l'indéniable outil de cohésion sociale que nous a toujours imposé l'esprit de la dite conférence nationale. C'est pourquoi cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la 8e législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Nous réitérons le credo de notre démocratie qui veut que des élections libres et transparentes soient les seuls et uniques moyens d'accéder au pouvoir sur la terre de nos ancêtres. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois à un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême
incarné par le président Patrice Talon, contre toute tentative ignoble et inopportune. Nous invitons pour finir les uns et les autres à prier pour notre cher et beau pays, le Bénin, et son chef, le président Patrice Talon. On reste en politique pour évoquer l'actualité du parti Union progressiste. Le Renouveau, ces jeunes militants se préoccupent de faire rayonner leur appareil politique sur la scène publique. Comme en témoigne une déclaration finale sanctionnant les assises dédiées à leur engagement. Voici un bout au micro de Pierrette Adayossi. Nous, jeunes de l'UP Le Renouveau, affirmons notre disponibilité et notre engagement pour continuer la lutte aux côtés du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous sommes prêts à jouer un rôle clé dans la détermination de notre parti. Nous croyons profondément que notre voix résonnera dans toutes les instances de décision et qu'ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur pour notre société. Notre présence au sein des structures de base ne consiste pas uniquement à occuper une place, mais à œuvrer au bon fonctionnement des dites structures. En prélude aux échéances électorales à venir, nous souhaiterions notre implication accrue dans le processus de désignation des candidats. Nous sollicitons auprès des autorités du parti une place de choix sur les listes électorales, municipales et législatives à venir, afin de répondre aux aspirations d'une relève de qualité. Nous sommes prêts et tout de suite à nous investir davantage pour assurer la victoire de notre parti à toutes les élections de 2026. Nous voudrions souhaiter la mise en place de la Ligue de la jeunesse dans les tout prochains jours pour jouer notre rôle aux côtés des aînés. Ensemble, unis par notre engagement et notre conviction, nous ferons de l'UP Le Renouveau le symbole du changement et de l'espoir pour les générations présentes et futures. L'intelligence artificielle fascine et inquiète tout à la fois par les usages malveillants qui en sont faits. Qu'importe, les informaticiens du ministère de l'Économie et des Finances ont pris, eux, le parti d'en tirer le meilleur. Un pari au cœur de leur récente rencontre de team building et performance. Rencontre enrichissante pour bien de participants. C'est en tout cas la tonalité enthousiaste des échos rapportés par Bénédicte Possou et Blaise Adanko. L'intelligence artificielle, nous en parlons tous les jours. L'intelligence artificielle devient de plus en plus indispensable dans les domaines d'activité. Elle joue un rôle croissant dans la mobilisation des ressources. Au ministère de l'Économie et des Finances, le sujet est au cœur de la rencontre entre les responsables informatiques des structures sous tutelle du dit ministère. Nous avons en charge la transformation digitale de l'administration publique. Donc nous devons de nous approprier ce concept. Aujourd'hui, les inspecteurs des impôts peuvent se faire assister pour établir un programme fiscal avec l'intelligence artificielle. Dans le secteur de la douane, nous avons la possibilité d'utiliser les données douanières, les déclarations en douane, pour voir quels sont, par exemple, les conteneurs qui peuvent être soumis donc, à des contrôles. C'est une aide vraiment à l'efficience, à la performance. Les notions de cette rencontre sont d'une grande utilité pour ces informaticiens. L'IA peut nous aider à détecter des fraudes au niveau de la douane, à faire une gestion efficiente au niveau des impôts pour ce qui concerne la fiscalité, au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, à anticiper sur les risques financiers. Plus on a d'outils performants, plus la mobilisation sera améliorée, plus les avantages seront nombreux de part et d'autre. Ces responsables ou directeurs des systèmes d'information des structures sous tutelle du ministère de l'Économie et des Finances ont le temps de s'adapter à l'usage de l'IA pour améliorer l'efficacité de leur travail.
La lutte contre le paludisme, ça nous concerne tous. Mot d'ordre et incitation à un engagement collectif qui mobilise à Cotonou les représentants des collectivités territoriales et les partenaires au développement. Aller au bout du dernier kilomètre dans la lutte contre le palu au Bénin, tel est l'objectif ultime. Tous contre le palu sur ce collectif, c'est un sujet signé Gilles Dansou, François Zinsou. Le paludisme constitue un véritable problème de santé publique au Bénin. Malgré les efforts consentis, le mal continue et le nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans reste considérable. Il faut donc agir vite et bien afin d'arrêter la saignée. Des activités, des initiatives stratégiques ont été menées qui ont permis, au-delà des impacts significatifs sur le budget national alloué donc à la maladie, il y a eu également des engagements très remarquables de la société civile. Il restait à combler encore quelques écarts. Quelles sont les institutions qu'il faille encore à nouveau rassembler? Et diversement, les actions qui ont été menées, il fallait se retrouver pour ce grand moment. Il faut renforcer la lutte contre le paludisme afin de préserver des vies humaines. Il est clair que cet engagement traduit que pour chacun de vous, la morbidité et la mortalité liées au paludisme ne sont pas une fatalité. Il est possible de s'en débarrasser et nous sommes en bonne voie. Au Bénin, cette affection demeure toujours le premier motif de consultation et d'hospitalisation dans nos centres de santé. En 2023, l'incidence du paludisme dans la population générale est de 17% et de 39% chez les enfants de moins de 5 ans. La mortalité de cette affection chez les enfants de moins de 5 ans est d'environ 106 décès pour 100 000 enfants. Au thème de l'atelier, des stratégies seront élaborées pour dire non à la propagation du mal. On va parler à présent d'une langue toute particulière, pratiquée d'ailleurs en direct, comme vous le voyez par Timothée dans le coin de votre petit écran. Au Bénin, comme partout dans le monde, la langue des signes permet aux sourds et aux muets de communiquer entre eux, mais pas seulement, avec les autres, avec nous aussi. Et ceci au moyen d'un alphabet, d'un lexique, d'une syntaxe déroulée à force de gestuels, comme vous voyez Timothée le faire en direct. Patrick Imavo et Arnaud Adadia nous proposent de rencontrer un malentendant qui enseigne en langue des signes. Ils lui ont posé cette question. Peut-on faire de la langue des signes une langue officielle à part entière? Réponse dans le sujet à suivre. Un collège d'enseignement et une classe pas comme les autres, des élèves malentendants suivent ici avec attention un professeur de mathématiques malentendant lui aussi. J'ai commencé à enseigner les mathématiques en 2012. Bien portant au départ, les circonstances de la vie ont amené ce professeur à reprendre une nouvelle vie. C'était les périodes de vacation. Mais après, quand le président Patrick Talon est arrivé, il a réclamé les diplômes. Donc, je me suis inscrit à l'université privée, d'accord, pendant 3 ans, où j'ai été formé et j'ai reçu le diplôme pour devenir professeur de mathématiques. J'ai reçu le BAPES. Être sourd n'est donc pas une fatalité. Ici, au Collège des sourds de Guincomin, les enseignants dispensent en général les cours à l'aide des gestuels. Je suis nouveau en classe de 3e. Alors, quand le professeur de mathématiques est là, il explique, je regarde et je comprends. Je peux faire beaucoup de choses, comme les personnes qui entendent. Seulement que je n'entends pas. Ne pas entendre n'enlève rien à une personne sourde. À l'image de ce professeur, l'intégration au patrimoine linguistique national de la langue des signes devient une urgence. Elle permet, malgré les difficultés de sociabilisation, de maintenir les liens avec les autres. Merci à Timothée pour sa traduction. Améliorer de façon continue la qualité et la sécurité des soins garantis par la certification des établissements hospitaliers, c'est un défi partagé par 3 instances de la santé au Bénin. Tenez, l'autorité de régulation du secteur de la santé, le Conseil national des soins de santé primaires et le Conseil national de la médecine. Ces 3 acteurs de la veille médicale
s'entendent pour ériger le référentiel de santé au Bénin. Marshall Guetoro, Alexis Segbamon nous en parle. Offrir des soins sécurisés fondés sur des standards de santé pour une meilleure qualité des services sanitaires aux citoyens béninois, c'est l'objectif du référentiel de santé. Il vise l'amélioration de la qualité des soins octroyés dans les hôpitaux et centres de santé. Nous avons présenté donc à l'assistance la proposition que l'ARS amène, donc les canevas qui vont servir à la rédaction de référentiel. Et chaque groupe devra réfléchir sur la proposition pour faire des amendements. Et une fois que nous avons intégré ces amendements, l'ARS prendra le fruit de tout ce qui a été fait ici. Les premiers travaux de ce référentiel portent sur les maladies qui augmentent la mortalité de la mère et de l'enfant d'une part et d'autre part sur les soins pris en charge par l'assurance maladie. La qualité, c'est une problématique très complexe et dynamique qui impose l'implication de plusieurs acteurs. Là, nous nous sommes fixés des priorités. Et la première de ces priorités, c'est d'aller nous occuper des situations ou des maladies qui conduisent à augmenter la mortalité de la mère et de l'enfant, mais c'est aussi les maladies qui sont prises en charge dans le panier de soins par l'assurance maladie. Et les référentiels sont prévus être disponibles pour la fin du mois de novembre 2024. La démarche qui est engagée aujourd'hui, c'est une démarche de co-construction. C'est un choix gouvernemental que la population soit au cœur, les acteurs soient au cœur, que les expériences des uns et des autres soient utilisées pour que nous puissions développer notre pratique propre à nous. À travers ce référentiel de santé, les acteurs du système de santé libéral vont mettre en conformité les traitements de données personnelles utilisés dans la gestion de leurs cabinets médicaux et paramédicaux. Nous vous emmenons à présent sur de vastes étendues d'eau salée qui coulent entre les continents. Principaux réservoirs de la biodiversité aquatique et première source d'oxygène pour l'humanité, ces écosystèmes marins sont les itinéraires privilégiés de transport pour les marchandises. Ils subissent, hélas, de fortes dégradations anthropocènes, entendez, liées aux activités et actions humaines. William Tchoki, la sentinelle écolo de la rédaction, nous édifie. Des spectacles à vous couper le souffle, des scènes inédites qu'on ne voit nulle part ailleurs, si ce n'est dans ces immenses étendues d'eau, à première vue infinies. À l'image de cette emblématique tortue verte, les mers et les océans abritent de milliers de ces espèces vivantes, des ressources halieutiques aux végétaux marins, en passant par les micro-organismes. Ces espaces, véritables réservoirs de la biodiversité, n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Les océans et les mers couvrent près de 71% de la surface du globe. Ils libèrent plus d'oxygène dans l'atmosphère que toutes les forêts du monde réunies. Ils peuvent absorber environ 1000 fois plus de chaleur que l'atmosphère. De ce fait, ils régularisent la température de la Terre. Une valeur environnementale indissociable aux valeurs économiques. C'est en effet par voie de mer et océan que se font les échanges. On l'estime à plus de 90% ces marchandises qui traversent ces espaces. Immigration clandestine, piraterie, des routes maritimes mondiales qui relient les ports et les terres entre eux et entre elles comme des lignes de vie et de mort. Autant d'enjeux géographiques liés à l'espace maritime et sans contrepartie de paiement. Bien au contraire, ils sont menacés par ces activités anthropiques responsables de près de 80% de la pollution et de la dégradation des mers et des océans. Ces espaces, véritables garde-manger pour l'humanité et plus grands dépotoirs sauvages à ciel ouvert, un contraste
créés par les humains. Merci William Tchoki pour ce voyage dans les eaux marines. Nous en sortons pour nous offrir un bain de culture. À présent, direction Boaï, dans la commune de Bembereke, qui célèbre Sagani. Le dignitaire de ce royaume est honoré comme le frère direct de l'empereur de Niki. Il sacrifie donc à la tradition de cette fête identitaire juste après son frère aîné. Témoin de la Gani à Boaï, Kolaole Biaou. La célébration est marquée par la sortie du roi, son parcours rituel chez l'imam et sur la tombe du premier roi, son retour au palais et la phase d'allégeance. Sur la tombe de l'ancêtre, le roi et son peuple bénéficient des grâces. Si le roi rentre, tout le monde va s'agenouiller, ça, ceux qui sont de dehors. Là, c'est de là maintenant qu'ils vont demander les bénédictions au roi. L'argent, longue vie. Avec fierté, les natifs de la localité se mobilisent autour du roi Bouessouno Tukosari, 19e roi de Boué. Aujourd'hui, tout le monde est fier d'appartenir au royaume de Boué. Il est donc normal que nous puissions, tous les fils de Bembereke, être présents pour célébrer la Gani de Boué. C'est notre joie, nous tous. J'ai quitté avec les chercheurs de tout l'endroit de Bénin, puis les 500 chercheurs qui sont venus pour mettre la sécurité. Akbaki Gobiense, roi de Parakou, et Yawakinan III, roi de Sinandé, honorent de leur présence leur aîné. La raison principale, c'est la raison culturelle et culturelle. À cela s'ajoutent les relations séculaires qui existent entre les différentes dynasties qui participent aux compétitions royales à Niki. Et en troisième position, des relations très intimes entre la royauté de Boué et celle de Sinandé. Boué, dans l'arrondissement de Gamia, pour la circonstance, était aux couleurs de cette célébration. Les filles et fils de Kondi, au cœur des terroirs des Saka, ont communié samedi dernier autour de leurs retrouvailles identitaires festives. La fête de la Gani leur en a offert la belle opportunité des retrouvailles annuelles où les peuples Batombu, Mokole, Bo et Peul d'ailleurs exhibent tous et tentent de séduire avec leur patrimoine culturel. Au rendez-vous, citoyens et personnalités se croisent. Nos reporters aussi, au Séné Adeleke et Judika Elaïna. Tout a débuté ici par la sortie du roi. Ensuite, par une caravane qui a mobilisé plusieurs milliers de jeunes, d'enfants et de sages autour du roi Saka Jibril III. Parti du domicile de ce dernier, la caravane a pris par la mosquée centrale de la ville où le roi a béni l'imam avant de mettre le cap sur la résidence du camp du Sounon, puis ensuite sur le tombeau des ancêtres de la ville et autres lieux sacrés. C'est une fête qui a été vraiment rehaussée par Dieu, et comme la fête de Gani, comme ça se passe chaque année, mais je peux dire que cette année, ça nous a émerveillés, parce que les gens sont sortis pour pouvoir quand même soutenir cette belle fête. Dans un élan de gaieté, les milliers de personnes ayant effectué le déplacement se sont régalées. Des courses de chevaux et des démonstrations. Gani là a eu valeur parce que je dis que notre président là, il valorise toutes les traditions. Donc c'est pourquoi je le remercie beaucoup. Tous les cadres et ressortissants de Kandi ont répondu présent. Et vous avez vu, on a eu la chance. Notre roi également a pu faire le parcours en bonne et due forme jusqu'à se retirer. Je pense que c'est très important. La présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à ce rendez-vous montre l'attachement du président Patrice Talon et son gouvernement aux valeurs endogènes. Nous sommes arrivés parce que notre gouvernement accorde une importance capitale à notre culture, à tout ce qui concerne nos traditions. Et comme nous avons actuellement sur la table un grand dossier qui vise à développer ce secteur-là, à y mettre de l'ordre et à faire en sorte que nos parents qui sont partisans de cette culture-là
puisse aussi accompagner le gouvernement dans l'accomplissement de ses missions. Cette retrouvaille culturelle annuelle a permis au peuple Batombo, Mokoli, Bo et Peul de vénérer leur culture. On va faire à présent du sport. C'est avec les équipes engagées pour le tournoi qualificatif à la CAN U20 2025 dans la zone UFOA-B qui connaît désormais leurs adversaires. Confrontation attendue en phase de poule. Le tirage au sort s'est déroulé hier à Abidjan. Et au bout, les jeunes guépards du Bénin ont hérité du groupe A. Blaise Adampo. Les dés sont jetés. Les 7 équipes sont fixées sur le sort pour le tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 dans la zone UFOA-B. Dans le groupe A, les jeunes guépards héritent du pays hôte, le Togo. Le Niger et le Ghana complètent le groupe qui s'annonce ouvert. Le Ghana pas certainement favori, mais le Bénin en premier, finaliste de l'édition précédente, va tenter de jouer les troubles fêtes. Ces 3 équipes sont comme le Bénin, vont chercher à obtenir les 2 places qualificatives de façon à pouvoir jouer donc une demi-finale et d'atteindre elle aussi, comme nous, le Bénin, la finale qui est signe donc des 2 places qualificatives pour aller jouer la CAN 2025. Le groupe B est plus relevé. Il est composé du Nigeria, grand favori et champion en titre, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. La compétition se déroule à Lomé. Le Togo ouvre le bal le 17 octobre face au Niger. Les Guépards U20 débutent, eux, face au Ghana. 3 jours plus tard, ils affrontent les éperviers avant de terminer leur phase de groupe face au Niger. Je ne regarde pas forcément les adversaires. Aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que nous allons aller chercher les vidéos de ces 3 pays qui vont être nos adversaires. Nous avons aussi nos informations. Et puis ensuite, on va se concentrer surtout sur notre équipe parce que avant de regarder les adversaires, ce qui est très bien, il faut le faire, c'est très professionnel. Il faut surtout se concentrer sur nos forces. Et nos forces aujourd'hui, c'est notre effectif. On a des joueurs locaux qui ont envie de briller, de montrer que les guépards savent faire des choses sur les compétitions internationales. L'objectif pour le Bénin sera d'aller chercher une place en finale pour être l'un des représentants de la zone UFOA-B pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025. Le tournoi qualificatif à la CAN U20 2025 zone UFOA-B se déroule à Lomé du 17 au 31 octobre 2024. On fait un tour à l'étranger avec Ayelodjou Amoussou et Saint-Tiche Quimpon. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a promis jeudi des enquêtes sur la corruption légalisée, ayant sévi selon lui sous l'Ancien Régime, qu'il a accusé d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques. Le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. Même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. On met un point final à ce journal sur cette actualité au Sénégal, la traque contre la corruption. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.